Voilà, en direct de Chicago, la radio de la communauté, nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 janvier 2019. La parole à la communauté est une production de Jean Lewis depuis le studio central. Cette émission n'est pas nouvelle, elle dure déjà presque toute une décennie, puisque nous avions commencé cette émission dans moins d'une décennie, en 2014, pendant la campagne, non, 2015, voilà, à l'élection présidentielle. Voilà, nous avons chaque fois une question que nous posons aux auditeurs et qui réagissent à tour de rôle. Alors, il ne s'agit pas de la formule habituelle du débat au journal de la communauté, mais nous faisons intervenir les Congolais sur des questions d'actualité. La question de ce jour, c'est: le Congo est-il une dictature? La République du Congo est-elle une dictature? Oui ou non? Justifiez votre réponse. Je vous rappelle que dans l'une de ses sorties, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, a protesté, donc rejeté les accusations faites contre son régime d'être une dictature, en montrant qu'effectivement, le pays tel qu'il est organisé mérite mieux que ça, notamment en matière de démocratie. Alors, si pour certains la réponse paraît évidente, notamment sur le fonctionnement des structures là-bas au Congo, eh bien, le doute persiste encore dans les esprits au niveau des Congolais eux-mêmes, mais même aussi des étrangers qui voient dans le Congo l'exemple classique d'une dictature. Qu'est-ce qu'une dictature? Nous allons, dans cette émission, appeler quelques amis. Donc, il y a des amis qui déjà réagissent par écrit. J'ai, je crois, ici, une réaction de M. Loufoua Loankandi. Voilà, M. Loufoua Loankandi, que j'aimerais bien avoir en audio s'il peut le faire. Il peut donc m'appeler directement au Messenger. La République du Congo est une grande dictature sur toute la ligne. Voilà. Alors, M. Loufoua Loankandi, nous avons besoin de quelques détails. C'est cela qui est important. La thèse, c'est: la République du Congo est une grande dictature, mais qu'est-ce que vous y mettez comme contenu dans cela? Alors, je vais commencer par appeler quelques amis sur Messenger. Je vous rappelle que nous avons ouvert cette émission avec José Mafuta, je crois qu'elle est congolaise, et que j'ai eu sur Messenger. La chanson, c'est Africa Lamuka. Quelques minutes encore quelques secondes, le temps de nous apprêter. José Mafuta sur la radio de la communauté. José Mafuta, donc, qui nous accompagne dans la parole à la communauté de ce 15 janvier 2019. José Mafuta. Le titre, c'est Africa Lamuka. Et voilà, José Mafuta, où sont allés les diamants, le cacao, le pétrole? Eh bien, la réponse peut être dans cette émission, dans ce numéro de la parole à la communauté. Nous allons regarder qui est déjà connecté sur notre réseau Messenger ou sur Facebook, non, sur WhatsApp. Je vous rappelle que vous pouvez directement m'appeler sur mon Messenger pour réagir à cette question. Premier intervenant, je vais tenter d'appeler
Alphonsine Mekwiza depuis la France. Alphonsine, voilà, Alphonsine Mekwiza, voilà, qui est connectée sur Messenger. Nous n'aurons pas l'image aujourd'hui, donc l'émission a pour but simplement de vous faire intervenir sur audio. Alphonsine Mekwiza, bonjour ou bonsoir. Oui. Bonjour, bonsoir, monsieur Jean Lewis. Voilà, salut donc, bienvenue sur la radio de la communauté. Alphonsine, la question à cette parole, la communauté, c'est sur les déclarations il y a 2 semaines, je crois, moins de 2 semaines, de monsieur Denis Sassou Nguesso qui a protesté du fait que les observateurs, dirais-je, avertis, pensent que son régime est une dictature. Alors, voyez-vous, comme d'autres observateurs dans le Congo, des signes classiques d'une dictature? Alphonsine Mekwiza, je rappelle qu'à cette émission, vous avez 5 minutes pour intervenir. Soyez synthétique. C'est à vous. Alors, je vous remercie, monsieur Jean-Louis, de me donner la parole encore une fois. Et je salue tous ceux qui nous écoutent, nos compatriotes de l'intérieur du pays et ceux qui sont partout dans le monde. Et voilà. Alors, on a suivi le discours de ce monsieur, que moi j'appelle, bon, c'est un monsieur. Pour moi, c'est pas mon président, donc je l'appelle monsieur. Alors, il s'interroge, d'ailleurs, moi j'étais étonnée d'écouter ce discours. J'ai halluciné et je me suis posé la question, mais qui écrit ces discours finalement? J'étais très étonnée, très impressionnée. Mais il y a une chose, la première des choses que monsieur, celui qui s'est installé au Congo comme président, il oublie qu'il est venu par un coup d'État. Alors, qui vient par un coup d'État si ce n'est pas un dictateur? Parce qu'une démocratie ne s'installe pas par un coup d'État, on le sait. C'est aux urnes. Les urnes, les élections libres et transparentes. Mais lui, il a fait un coup d'État en 1997 pour revenir au pouvoir. Il a fait un coup d'État en 1979 pour s'installer au pouvoir. Donc, vous voyez bien qu'une démocratie ne s'installe pas par un coup d'État. C'est pas un coup d'État. Vous n'allez pas faire un coup d'État et dire que vous êtes un démocrate. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Qu'est-ce qu'on constate? Le pouvoir est totalement arbitraire au Congo, Brazzaville, entièrement arbitraire. C'est-à-dire tout est soumis à la volonté de celui qui gouverne. Celui qui gouverne et son équipe, parce qu'il n'est pas seul. Qu'est-ce qu'on constate au Congo? Toute décision doit passer par lui. Donc les tribunaux sont à sa disposition. C'est lui qui a le dernier mot. Donc vous-même, vous avez vu l'incarcération du général Mokoko, l'incarcération de Paulin Makaya, de Boukadia, de Kombi Salissa. C'est suite aux élections truquées qu'il y a eu ces arrestations, comme par hasard. Donc je ne vois pas, on n'a jamais vu dans une démocratie des prisonniers politiques. On ne voit pas de prisonniers politiques dans une démocratie. Donc le pouvoir, tous les pouvoirs sont entre ses mains, législatifs. Vous voyez l'Assemblée, cette Assemblée nationale du Congo-Brazzaville. Quelle est l'activité de cette Assemblée? Vous avez déjà vu cette Assemblée prendre des vraies décisions, mener des enquêtes. Aujourd'hui, on a vu la corniche tomber. Hein, vous avez vu les dégâts qu'il y a. Oui. Alors, si on était dans une démocratie, je pense que le Parlement devait convoquer une commission parlementaire pour mener les enquêtes. Pourquoi il y a eu les dégâts, comment les travaux ont été faits, mener l'enquête pour savoir c'est quand même l'argent public qui a été dépensé. Et le Parlement devait jouer son rôle. Vous avez entendu ce Parlement agir? Ben non, parce que ils n'ont pas le pouvoir d'agir. Ils n'ont pas le pouvoir de faire parce que tout est concentré entre les mains d'une seule personne. C'est pareil pour le pouvoir exécutif.
Donc, vous allez voir un Premier ministre qui n'a pas de parole, ils n'ont même pas de projet de société. Ils n'ont même pas de ligne de conduite aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est des gens qui agissent comme ça, à contre-coup, on passe, on fait des discours, on passe à la télé. Alors, encore un élément, la presse, l'information, voilà, je parle de la télé. Oui. L'information. Il y a combien d'opposants qui passent à la télé pour dénoncer librement ce pouvoir? Qui est réellement opposant, qui a le micro pour aller parler à la télé, ce qu'on appelle téléfoufou? Donc, la presse, est-elle libre au Congo-Brazzaville? La presse n'est pas libre. L'opposition, il n'y a pas d'opposition en interne. On survit au Congo-Brazzaville parce qu'on ne peut pas donner son opinion contraire. Donc, on a vu, il n'y a pas de contrepoids. La société civile, vous avez vu les dernières arrestations des jeunes de ras-le-bol. C'est ça, la société civile qui devait jouer le contrepoids. Il n'y a pas. Donc, vous voyez tous ces éléments qui permettent de dire que nous sommes dans une dictature. Déjà, son installation, c'est une dictature. On ne peut être qu'une dictature, qu'un dictateur en faisant un coup d'État pour s'installer au pouvoir. Donc ça, c'est clair. Les institutions sont incapables ou impuissantes de résoudre les problèmes du pays, du peuple. Vous voyez les inondations. Vous avez vu les institutions du pays se démener pour aller les éboulements dans les quartiers Diata et Makabandilou et partout, il y a des éboulements. Vous avez vu le pouvoir, les institutions y aller pour apporter des solutions? Non, ça c'est un pouvoir dictatorial, justement. Et ils sont incapables, il est incapable, ce monsieur, d'apporter des solutions. Mais, parce qu'il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit, puisqu'il n'a jamais été élu. C'est ça la vérité. Parce que s'il était élu, il allait rendre les comptes. Mais un pouvoir qui n'a jamais été élu n'a pas de compte à rendre. Donc c'est pourquoi il s'en fiche. Il ne va pas agir pour le peuple. On est bien d'accord. Alors, on va dire oui, il organise les élections. Mais quelles élections? Où est le fichier électoral? Avec quel fichier électoral? Les normes standards des élections démocratiques reconnues partout dans le monde n'existent pas. L'accès à l'information n'est pas donné aux opposants à la télévision congolaise. Il n'y a pas de débat où on dit voilà, les candidats vont débattre à la télé. Il n'y a pas. On organise une élection où l'Internet est coupé, les médias sont coupés. On vient, on publie les résultats combien de jours plus tard? Et dans la nuit, on publie les résultats des élections. Pour moi, je les appelle des élections dictatoriales, parce qu'il n'y a pas de transparence. Le fichier électoral est faux. Il n'y a pas de mise en place des bureaux de... Alphonsine, nous avons là toute une litanie que tout le monde pourrait citer. Alors, dernière question à Alphonsine. Pourquoi Denis Sassou Nguesso l'a-t-il affirmé? De quoi se prémunit-il? Oui, alors là, il a parlé des réseaux sociaux. Voilà, il a dit, voilà, dans les réseaux sociaux, dans le monde, un peu partout, ailleurs, on raconte que nous sommes dans une dictature. Donc, c'est suite à ce qui se passe. Et je pense que le travail de la diaspora fait son chemin. C'est là où on se rend compte que finalement, les petits pas, ça commence à apporter quelque chose. Voilà. Donc je pense que voilà, c'est ce que j'ai constaté. Donc on ne doit pas s'arrêter, on doit continuer à renforcer nos activités de dénonciation de ce régime dictatorial. Quand on va bombarder sa population, dans le boule, on bombarde tout un département. Ça se fait pas dans une démocratie. Dans une démocratie, on envoie la police pour appréhender les présumés coupables, pour les juger. On ne va pas bombarder avec des hélicoptères tout un département, des villes. Ça ne se fait pas dans une démocratie, ça. Voilà. Donc, voilà. 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 Alors, merci donc à Alphonsine Mekwisa. Je rappelle que nous sommes au journal de la communauté, notamment la parole de la communauté. Nous donnons la parole à tous ceux qui sont connectés. Vous pouvez le faire par écrit, c'est-à-dire que vous donnez votre opinion sur pourquoi le Congo
Non, dites-nous si le Congo est oui ou non une dictature. Apparemment, la réponse était... Allez-y, Alphonsine. Allez-y, allez-y. Oui, oui, oui. Voilà, j'ai oublié de vous dire que justement, nous dans la diaspora, aujourd'hui, nous avons créé une plateforme pour fédérer le congrès pour la renaissance du Congo, qui a fait sa sortie le 14 décembre 2019. Donc, c'est une plateforme pour fédérer tous ceux qui sont dans la ligne d'un soulèvement populaire, parce que c'est prévu dans sa constitution, le soulèvement populaire, n'est-ce pas? Oui. C'était prévu dans la constitution de 2002. Donc, on va utiliser ce qui est prévu, ce qui a été prévu dans toutes les constitutions qui se sont succédées au Congo-Brazzaville. Le soulèvement populaire est prévu. Donc, on a tout à fait le droit d'utiliser le soulèvement populaire. Donc, nous travaillons sur cette ligne aujourd'hui. Donc, tous ceux qui sont dans cette ligne politique, dans cette optique, doivent intégrer ou venir justement s'associer à la plateforme, apporter leur contribution. La plateforme est ouverte à tous les Congolais du monde entier, y compris ceux qui sont à Brazzaville. C'est surtout ceux qui sont à Brazzaville. Oui. Donc l'action du CRC est tournée vers Brazzaville. Donc on ne peut mobiliser qu'un peuple qu'on a organisé, qu'on a informé, qu'on a éduqué. Donc, si on n'organise pas le peuple, parce qu'il y en a qui se plaignent, voilà, le peuple congolais ne se lève pas. Mais justement, il faut l'organiser, il faut l'informer. Il va se soulever comment? Voilà. Il faut bien qu'on l'organise. Vu la misère qu'il y a au Congo, Brazzaville, il faut bien qu'on organise ce peuple, il faut bien qu'on l'informe. Voilà, Alphonsine, nous allons donc donner la parole aux autres, notamment Alphonsine, merci donc d'être venu et d'avoir contribué merci à vous. Voilà. Merci, monsieur Jean-Lewis. Allez, bonne nuit à toi, Alphonsine. Nous sommes donc au journal de la communauté. C'était donc notre ami Alphonsine Mikouiza qui réagissait sur la question du jour. La parole à la communauté, le Congo est-il une dictature? Je vois donc des amis connectés, Georges Tiba, qui croit que c'est une dictature. Oui, mais nous voulons, doyen Tiba, vous pouvez nous appeler directement au Messenger pour nous dire pourquoi vous pensez que c'est une dictature. Les signes classiques sont là. Mais faut-il encore appliquer ces signes à la réalité concrète du Congo-Brazzaville? Alors, vous pouvez aussi, les amis du PCT, du pouvoir, alors nous dire pourquoi vous estimez que le Congo-Brazzaville n'est pas une dictature. Si vous ne le faites pas, cela veut dire que l'affirmation est évidente. Pourquoi Denis Sassou Nguesso l'a affirmé? Répondez donc, appelez-moi au Messenger. Nous avons donc un autre auditeur, je crois que nous allons joindre toujours en France là-bas, avant que Albert Lombo ne vienne sur cette antenne. Nous aurons donc Richard Baudry qui devrait être connecté déjà et qui attend notre appel, Richard Baudry depuis la France, qui va lui aussi réagir sur la question du jour. Pourquoi le Congo doit être considéré comme... voilà, Richard. Alors voilà, nous avons donc Richard Baudry depuis la France. Alors, salut Baudry. Oui, salut Jean-Lewis. Voilà, nous avons donc Richard Anthony Baudry qui réagit sur la question du jour. La parole à la communauté Baudry. Le Congo est-il est-il une dictature? La réponse paraît évidente, Richard Baudry. Alors, moi je dirais que c'est presque une dictature parce que déjà le Congo en tant qu'État, en tant que pays, n'a jamais connu de démocratie. Le Congo a toujours été une dictature, mais qui s'est amplifiée pour devenir carrément une organisation criminelle
ou communautaires qu'on appelle partis politiques au Congo, qui sont les plus peuplés que les autres et qui remettent de façon brute, ethnique ou communautaire le plus grand nombre de bulletins dans l'urne du simple fait de leur surnombre ethnique ou communautaire dans le pays. Et en ce moment-là, puisque le Congo a copié et collé les institutions, l'État centralisé de la France et le regroupement ethnique des partis politiques qui arrivent au pouvoir prend l'État central en otage et instaure ce qu'on appelle ethnocratie. L'ethnocratie est une dictature ethnique. Et c'est même pire qu'une dictature, mais c'est une organisation criminelle. Alors, que les ethnocrates arrivent au pouvoir par un vote ethnique, comme je viens de le dire, ou qu'ils arrivent au pouvoir par les armes, alors la gestion de la chose publique par ces gens, qui sont un regroupement d'ethnies appartenant à la même origine, et qui prennent l'État central en otage, et c'est la gestion de la chose publique par ces gens, qu'ils viennent par les armes ou par un vote ethnique, ressemble comme tout pour tout. Alors là, c'est une organisation criminelle qui s'installe dans le pays. Ethnique, je dis bien ethnique. Et après, on peut faire la petite géopolitique en prenant Mwamba de là-bas, en le mettant Premier ministre sans aucun pouvoir. On peut aussi prendre Yombi ou Ganao, mettre Premier ministre ou un tel, sans réel pouvoir. Et souvent, ces regroupements ethniques agissent avec des milices privées et ethniques qui sont plus armées que l'armée nationale. Et donc, qui font la loi et qui terrorisent la population. Alors, Baudry, j'ai une question. Alors, Baudry, oui, j'ai une question qui m'est inspirée d'une réaction de Serge Armand Zanzala. Vous voyez que Sassou est entouré de grands intellectuels, mais comment cela, au lieu de lui prodiguer des conseils, l'encourage justement à perdurer dans cette démarche? C'est une question qui m'est inspirée d'une réflexion de Serge Armand Zanzala qui suit l'émission avec nous. Alors, Jimmy Lewis, poser cette question, c'est ne pas comprendre la façon dont j'ai étayé le système politique qui existe au Congo. Alors, ça n'est pas le problème du Congo comme les gens le disent. Moi, je le dis aujourd'hui hautement et fortement. Le problème du Congo, c'est le système politique. Et si aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un parler de l'insurrection, enfin, de la révolution, oui, la révolution, la révolution, c'est bon. Mais dites-moi comment vous allez faire une révolution nationale au moment où le pays est divisé en regroupements ethniques que vous qualifiez de partis politiques. Alors, vous allez vous mettre devant pour demander, je dis bien qu'il y a au nord les gens qui n'aiment pas Sassou Nguesso, mais qui ne sont pas prêts d'aller se faire sacrifier pour mourir et que demain vous venez organiser des élections interethniques. Voilà. Donc, le problème du Congo n'est pas Sassou Nguesso. J'ai entendu quelqu'un parler de la révolution. Oui, ils vont faire l'insurrection populaire pour faire partir Sassou Nguesso. Mais à la place, vous allez faire quoi? Organiser les élections interethniques, passer sur garder ce rôle. Je n'ai jamais entendu les Congolais dénoncer. Est-ce que le faire, notamment l'insurrection, ce n'est pas un premier niveau de la lutte, Baudry? Mais l'insurrection, quel est le retard de l'insurrection au Congo? Ce sont ces regroupements ethniques que les gens qualifient de partis politiques. Comment pouvez-vous comprendre que les gens du Nord puissent se réunir avec ceux du Sud pour chasser Sassou Nguesso, alors que ceux du Sud n'ont jamais dénoncé de regroupement ethnique? Les Kinouris qui quoi, c'est quoi? C'est un parti politique, ça? L'UPD, c'est un parti politique. Ils ont même titre de regroupement ethnique comme le PCD. Pourquoi ils ne dénoncent pas ces regroupements ethniques? Il faut d'abord dénoncer ces regroupements ethniques, proposer un système politique démocratique représentatif
moment-là, les nordistes pourront s'allier et pourront abandonner Sassou Nguesso. Il faut aussi que ceux qui sont derrière ces regroupements ethniques du Sud abandonnent ces regroupements ethniques pour mener une révolution nationale non partisane à l'instar de l'Algérie. Vous voyez, la révolution algérienne n'est pas une révolution des regroupements ethniques qu'on appelle parti politique. Non, c'est le peuple qui en a marre d'une dictature et qui veut la faire partir pour instaurer la démocratie. Mais on ne peut pas être derrière son regroupement ethnique, qu'on appelle parti politique, et demander aux autres de sacrifier leur leader ethnique, alors que les vôtres, vous les protégez. Voilà. Vous ne les dénoncez pas. Voilà, Baudry. Baudry, merci beaucoup pour votre réaction. Baudry, nous allons poursuivre cette émission parce qu'il y a Albert Lombo qui nous attend. Albert Lombo qui nous attend depuis le Texas. Merci, Baudry, et bonne nuit à vous pour cette intervention. Merci une fois de plus. Alors, nous allons poursuivre cette émission. La question du jour, c'est celle de savoir, de répondre justement à l'évidence, notamment le Congo-Brazzaville est considéré comme, par nombre d'observateurs, comme une dictature. Voilà, ce qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Mais pour l'affirmer, nous avons besoin que vous évoquiez quelques idées justement qui corroborent cette thèse. Alors, le Congo-Brazzaville est une dictature. En direct donc du Texas, nous allons tenter de joindre notre ami qui nous attend, monsieur Albert Lombo. Je crois qu'Albert devrait être connecté déjà. Albert Lombo, depuis Houston, au Texas. Le Congo est-il une dictature? Nous avons quelques problèmes à le joindre. Voilà, je crois que nous aurons Albert Lombo sur ce plateau qui va lui aussi réagir sur la question de savoir si, comment justement affirmer que le Congo est une dictature en plein 21e siècle. Albert Lombo tarde justement à prendre le téléphone et il ne sera le... c'est bien dommage, nous avons quelques difficultés. Vous aussi, si vous avez quelques intuitions sur la question, vous pouvez réagir sur cette antenne, notamment en écrivant comme vient de le faire monsieur Serge Armand Zanzala qui est sur l'émission. Alors, doyen Tiba, vous aussi, vous pouvez toujours réagir par écrit pour nous dire qu'est-ce qui vous permet d'affirmer. Alors, Albert Lombo? Albert? Oui, bonjour. Voilà, Albert, tu es donc à l'émission déjà. Albert, merci donc, bienvenue sur Radio Congo Live en Chicago, Albert. Nous vous prenons directement au Messenger. Alors, vous pouvez réagir sur la question du jour. La parole à la communauté, Albert Lombo. Le Congo est-il une dictature? Vous savez qu'il y a quelques jours, M. Denis Sassou Nguesso s'est insurgé contre les partisans donc, de certaines télévisions et des réseaux sociaux sur la question de savoir si le Congo pouvait être considéré comme une dictature. Il a rejeté, il pensait que c'était une espèce de dénégation. Est-ce que vous voyez dans cette affirmation une évidence, Albert Lombo, depuis le Texas? C'est une évidence. Merci Jean-Louis, merci à ceux qui nous écoutent, merci à tous ceux que... Albert, un peu plus fort. Albert, un peu plus fort. Je disais merci Jean-Louis, merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci aux Congolais qui aujourd'hui croient que M. Denis Sassou Nguesso est un démocrate et que c'est un politique. Non. Le Congo est bel et bien une dictature. Il faut même dire une démocrature. Parce que le Congo de M. Denis Sassou Nguesso, c'est un monsieur qui n'a jamais été élu par les populations. C'est un monsieur qui n'a jamais eu de programme de société. C'est un monsieur qui a balkanisé la justice. C'est un monsieur qui a pris les forces publiques comme étant ses forces. C'est quelqu'un qui ne libère pas la parole. Et alors, au Congo, on n'a pas de liberté de se balader. Paulin Makaya est libre. Depuis sa libération, il est encore là. Il ne bouge pas, il ne sort pas, il ne peut pas se soigner. Il y a certains opposants qui sont limités dans le périmètre de Brazzaville, ne peuvent pas aller même dans ces régions respectives. Alors, est-ce que vous pensez qu'un monsieur qui dirige, il ne gouverne pas, mais il dirige, est un démocrate? Le Congo est bel et bien une dictature, mais vraiment la plus féroce qu'on a jamais vue en Afrique centrale. Le Congo, c'est un État voyou, s'il faut le dire ainsi, parce que
vous imaginez tout ce qui se passe au Congo, avec tout ce qui est, tout ce que... Mais enfin, moi, je ne sais pas si ceux qui filment, les journalistes qui vont sur place, qui font voir les crânes des gens tués dans le pool, qui aujourd'hui, aucun procureur de la République ne peut instruire un problème en justice. Il y a des vols, il y a une inondation. Voilà. Voilà comment les gens se érigent autour du pont qui s'est cassé, de leur viaduc, alors qu'auparavant, nous avons vu les inondations dans tout le pays et au gouvernement n'a même pas levé son petit doigt. Et vous appelez ça une démocratie où l'opposition n'existe pas, où l'opposition est prise à partie avec le Parti congolais du travail, une opposition qui n'existe pas, une opposition qui fait la volonté une opposition de façade, hein, comme on appelle ça. Vraiment, je vous reprends là, je suis dans mon champ. Oui, mais Albert, je sais que vous allez partir, mais pourquoi ça l'a-t-il affirmé à ce moment précis? Qu'a-t-il derrière la tête? Pourquoi s'en prend-il en ce moment aux réseaux sociaux? Ben, lui, M. Denis Sassou Nguesso, depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais essayé d'évoluer un tout petit peu. Il pense que, comme le rôle d'un dictateur, c'est celui de paupériser les populations, c'est celui de ne pas les laisser sous-informer. Et tout ce qu'il raconte, il croit que ça ne traverse pas le monde. Et puis, même si ça traverse le monde, il sait qu'il n'y aura pas de réaction à l'intérieur du pays. Donc, il le parle parce qu'il est à l'intérieur du pays. Ce n'est pas demain que M. Denis Sassou Nguesso va bien parler des réseaux sociaux, va bien parler de la diaspora qui est pour lui une ennemie. Donc, M. Denis Sassou Nguesso a derrière la tête que c'est un impuni. Enfin, il ne sera jamais interpellé quelque part. Il a fait de son pouvoir sa profession et il va mourir là. Donc, il n'a peur de rien, il ne craint rien, donc il n'a même pas besoin. Il n'a pas de journalistes acquis à la cause du peuple, il n'a pas l'armée acquise à la cause du peuple, il n'a pas un parlement acquis à la cause du peuple, il n'a pas un gouvernement qui gouverne pour l'intérêt du peuple, donc il peut se taper le luxe de raconter sa vie au micro, M. Jean Lewis. Voilà, donc merci. C'était donc Albert Lombo depuis le Texas. Merci Albert, qui est membre de la communauté congolaise, membre influent, aurais-je pu dire, Albert Lombo de la communauté du Texas, qui est aussi maraîcher, voilà, qui ne vit que de la terre, n'est-ce pas? Bien sûr, je vis de la terre parce que, vous savez, la dictature, ce n'est pas comme ici. Ici, on donne la possibilité à qui que ce soit d'entreprendre, de voyager, de se balader, de penser. Et quand je suis arrivé, je me suis dit non, je ne vais pas être à la solde des travaux quelque part. Moi, je sais planter et la terre se trouve partout. Je me suis fait... Et puis ici, ce n'est pas comme au pays où tu te réveilles un bon matin, tu vas couper, acheter des planches, tu viens à un kiosque, tu vas, je sais pas, à l'Ofnacom et que tu achètes des cigarettes, tu viens vendre. Ici, il y a la traçabilité de ce que les gens mangent. Donc, il faudrait bien que vous remplissiez un certain nombre de critères pour que vous vendez même au marché. Et vous savez que le mal de la dictature, c'est la libre entreprise. Quand dans un pays, il y a des populations qui entreprennent, la dictature ne peut pas l'autoriser parce que la dictature a pour mission de contrôler les populations. Alors, si les populations se mettent dans la liberté d'entreprise, dans la liberté de conception de choses, la dictature, le dictateur ne peut plus les contrôler, ça devient des revendicateurs comme l'école, on tue l'école, ça devient des revendicateurs, et puis bon voilà, on ne peut pas libérer. C'est pourquoi je vis bien de mes plantes ici, je respire de l'air de la nature. Merci, je crois que le moment venu, vous viendrez me visiter. Alors, Albert Lombo, avant de partir, peut-être une réaction sur cette information qui a circulé, notamment la circulaire du ministre Mikolo sur l'intrusion dans le marché congolais des poulets contaminés
du virus Salmonella, je crois. Est-ce que vous l'avez suivi cette information? Qu'est-ce que cela vous inspire? Ce sont les réseaux sociaux qui les incitent à agir ainsi parce que le président venait de faire un discours à l'endroit des poulets que les gens mangent depuis que Simpex était là. Je sais pas, il y avait une autre compagnie là à Brazzaville. Mais on ne vit que de ça. On ne vit que de ça, mon cher frère. Mais eux, ils n'ont même pas de service de frontière. Ils n'ont même pas de service pour contrôler les aliments qui rentrent. Ils connaissent même pas d'où ça vient. Ils contrôlent même pas les entreprises du enfin. Ils ne le contrôlent pas parce que les hommes d'affaires sont des ministres. Les hommes d'affaires sont des parents des ministres et des parents des présidents. C'est eux qui connaissent d'où ça vient. Vous ne pourrez pas voir même les dons ou de l'argent donné là-bas par des organismes qui concourent à aider qui pouvaient concourir à aider les populations à planter comme moi là. Mais ces populations ne voient jamais, ne savent jamais où passe l'argent. Donc, cette information-là, c'est juste pour ameubler, pour dire que bon, voilà, un gouvernement qui travaille. Mais sinon, je ne les ai jamais vus dans le magasin pour aller contrôler d'où vient la nourriture. Nous voyons sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, beaucoup des produits sont fabriqués par les Chinois, fabriqués par beaucoup de gens, mais ici, par exemple, il y a des services. Il y a des services. La nourriture ne peut pas traverser une frontière sans être contrôlée. Et comme il y a une gangrène là-bas, c'est la corruption. Le corrupteur, c'est le commerçant. Et puis le corrompu, ça doit être le douanier, tous les services qui sont là. Donc je me plains souvent même pour les compatriotes qui pensent qu'ils peuvent à ce moment-là aller au pays. Ils peuvent aller au pays, faire des business, développer le pays. Je ne suis pas sûr qu'ils réussissent. Puisque certains, quand ils vont, ils reviennent, bon, ils se tuent. Il n'y a rien qui se passe. Puisque nous sommes dans une démocratie et dans une dictature. Dans une dictature, vous ne pouvez pas accepter qu'un membre de la diaspora arrive pour avoir une partie d'une population qu'il va embaucher, Non, la dictature ne peut pas permettre ça, il ne faut pas se leurrer. Donc, c'est cela, cette information-là a été juste un tape à l'œil. Voilà, merci. Oui. Merci Albert. Je crois que Albert, vous reviendrez sur ce plateau parce que nous aurons, merci donc Albert Lombo, nous aurons une émission spéciale sur l'économie et nous aborderons ces problèmes de fond en comble avec d'autres amis de la rédaction, bien sûr. La parole à la communauté, nous allons bientôt nous séparer, mais nous avons quelques réactions des gens qui suivent l'émission sur Facebook notamment. Je vais essayer de lire quelques réactions ici. Tom Renoir, le Congo-Brazzaville est une dictature. La police n'aurait pas dit le contraire. Vous avez le Congo-Brazzaville est un État voyou. Alors Serge, Roger, Odiki et Yenga. Le Congo est bel et bien une dictature et je dirais même féroce et sanguinaire sans foi ni loi. Lorsque les opposants sont privés de liberté, terrorisés, emprisonnés et assassinés, on ne peut parler de démocratie. J'insiste, le Congo est un État voyou, État du non-droit. Le sassouisme est un danger public. Voilà donc des réactions de ses amis. J'ai en ligne un autre ami, Ange Félicien, je crois, depuis New York. Alors, voulez-vous réagir à l'émission, Ange Félicien? Oui, je peux dire un petit mot. Allez-y, il n'y a pas d'introduction, vous êtes déjà à l'antenne, donc allez-y rapidement, parlez un peu plus fort car je vous prends directement sur mon téléphone. Allez-y, Ange Félicien, la question, vous l'aviez déjà il y a quelques minutes sur le Congo est-il une dictature? La réponse vous paraît évidente, mais il faut argumenter. Bon, dictature, si évidemment on voit comment évoluent les choses depuis plus de 30 ans ou 40 ans, évidemment on peut parler de dictature parce que dans une démocratie, quand on parle de démocratie, évidemment un pouvoir ne peut pas s'éterniser. Dans une démocratie, il y a une alternance. Ça veut dire que pendant un certain nombre d'années, habituellement c'est moins de 7 ans, il y a une alternance. Malheureusement, dans notre pays d'origine,
le pouvoir est confisqué par la même personne depuis plus de 30 ans. On a connu une petite période de démocratie entre 90 et 97. Et là non plus, les choses ne sont pas allées loin et on est revenu à la case de départ. Donc, pour ceux qui qualifient le pouvoir du Congo-Brazzaville comme étant une dictature, évidemment, ils ont raison parce que il n'y a pas une alternance. Et même quand on parle des élections, c'est pratiquement la même personne qui revient à la tête. Donc là, on ne peut pas parler de démocratie. Et si on ne parle pas de démocratie, il n'y a pas un autre mot pour qualifier un tel pouvoir. Voilà ce que je peux dire d'emblée. J'ai eu quelques messages des gens, notamment du pouvoir, qui croient qu'il y a quand même des signes. Est-ce que vous ne voyez pas là déjà quelques signes encourageants de leur côté? Est-ce qu'on peut affirmer que dans une certaine mesure, un effort est en train de se faire? Bon, je ne sais pas quels sont les signes dont ils font état, Jean Lewis. Je ne fais que vous renvoyer la question telle que je l'ai reçue. Oui, mais voilà pourquoi moi aussi je me pose la même question. Quels sont les signes si depuis 97 la même personne est là? Bon, on ne va pas revenir sur ce qui est déjà consommé. C'est vrai qu'il y a eu les événements que nous avions connus, mais pour quelqu'un qui aurait voulu son pays avancer, je crois que quand il est revenu au pouvoir, il aurait pu diriger pour un certain nombre d'années le temps de stabiliser la situation sociopolitique et économique, et puis après organiser des élections libres et transparentes. Malheureusement, ce qui n'a pas été fait, et même lors des dernières élections, nous sommes loin, mais ceux qui ont assisté sur place aux dites élections disent que les résultats qui ont été donnés officiellement ne reflètent pas la réalité des urnes. Bon, qu'est-ce que vous pouvez appeler comme concession, bien signe? Moi, je ne sais pas. Il n'y a que pour donner pour argumenter ce qu'ils sont en train de dire. Alors, avant de partir, je voudrais vous poser une question, peut-être qui s'éloigne plus ou moins de la problématique, mais est-ce que vous ne constatez pas que depuis un certain temps, il y a au niveau de cette présidence un problème de communication, notamment est-ce qu'on fait dire au président des choses qu'il ne devrait pas dire, ou encore que tout cela est filtré, est accepté comme tel par lui-même? Vous avez d'abord l'affaire des poulets, des cuisses de poulet, et maintenant ce qu'il venait d'affirmer. Il est responsable de ce qui se fait parce que les conseillers, c'est lui qui les nomme. Hein, les conseillers à la communication et tout ce monde qui sont autour de lui, c'est lui qui les nomme. Je ne pense pas que c'est quelqu'un d'autre qui force ces personnes à travailler avec M. Sassou. C'est lui qui les nomme. Et quand il les nomme, je crois qu'il fait d'abord il mène d'abord une réflexion, une expertise pour connaître quelles sont ces personnes qui vont travailler avec lui. Et maintenant, si en aval, on a des résultats de communication que nous connaissons, ça veut dire que lui-même, il est responsable. Et pour un président, quand même, quand vous dirigez un État, une république, avant que vous ne prononciez quoi que ce soit, je crois que même si on vous apporte quelque chose sur un papier déjà conçu, mais c'est à vous-même aussi de lire, de relire et de voir est-ce que ces mots-là, quand je vais les prononcer devant un public, c'est une communication qui sera acceptable. C'est à vous-même aussi de prendre un certain nombre mettre un certain nombre de garde-fous. Prenez le discours encore, prenez ce qu'on vous donne, mais ayez au moins le temps de l'examiner et puis de réfléchir à votre place. Malheureusement, pour le cas que nous parlons actuellement, que nous parlons maintenant, ce n'est pas ce qui se passe. Et on se demande, est-ce que lui-même aussi, il a encore des capacités intellectuelles qui répondent à un certain nombre
d'exigence, ça aussi c'est un point d'interrogation. Voilà. Merci. Donc, c'était notre ami Ange Nzebi. Ange, merci. Ange Nzebi est ami de Radio Congo Live en Chicago. On vous reconnaît le mérite de venir toujours participer à nos émissions et d'apporter des contributions tout à fait estimables. Merci et bonne journée à vous, Ange Nzebi, depuis New York. La parole à la communauté, Jean Louis. Nous vous proposons donc des images justement qui rappellent l'esprit de dictature. Je vois qu'il y a le doyen Tiba qui veut intervenir. Alors, je vais vous appeler donc, doyen Tiba, je vous appelle directement au Messenger. L'antenne était occupée. Vous serez certainement le dernier à intervenir, doyen Tiba. Allô? Allô, oui. Oui, voilà, vous allez parler assez fort parce que je ne vous prends pas dans l'ordinateur, je vous prends directement sur mon téléphone. La question, vous l'aviez déjà. Et vous pouvez donc nous faire une petite synthèse et je vous donne l'opportunité également de conclure cette émission, doyen Georges Tiba. Allô? 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 Alors, je constate que il a encore eu des problèmes de ligne. Allô, doyen? C'est incroyable ça. Oui, allez-y. Même avec le téléphone, j'ai des problèmes. Ouais, là, vous n'êtes qu'au son, vous n'avez même pas l'image pour vous déranger. Alors, allez-y, je vous écoute. Ouais, j'ai pas d'image. Oui, vous n'êtes pas l'image. L'émission a pour principe d'intervenir en audio. Je suis... Oui, oui. Voilà, allez-y. Oui, j'ai compris. Est-ce que j'interviens déjà? Oui, vous intervenez, il n'y a pas d'introduction parce que vous êtes directement sur l'antenne et on vous écoute depuis quelques secondes déjà. Ok, donc, alors, je ne sais pas comment reprendre ça, mais il y a notre sœur Mikwiza qui a donné un peu ce que j'appelle le panorama. Hein? Et puis après, il y a monsieur Andoni, c'est ça? Oui. Voilà, qui est intervenu là, bon, qui a parlé d'ethnocratie, mais lorsqu'on reprend du recul, qu'est-ce qu'on peut observer? On observe que on est en face de ce qu'on appelle les hégémonies simplificatrices. Alors, quand on parle d'hégémonie simplificatrice, on se repère sur des indices, les indicateurs. Quels sont les indicateurs qui donnent à voir qu'il s'agit d'une dictature? Bon. Le premier indicateur, c'est que le pouvoir, il est centré sur on pourrait parler de parentocratie, enfin, c'est autour d'un parent, parce que c'est pas forcément l'ethnie, hein. Oui. C'est pas toute l'ethnie qui bénéficie de ce pouvoir-là. Hein. Bon. Deuxième indicateur, c'est tout ce qu'on appelle les mécanismes d'emprise, qui se reposent sur quoi? Sur l'appareil militaire. Troisième indicateur, la population est muselée. Est-ce qu'il y a une liberté d'expression? Ben non. Est-ce qu'il y a une révolte? Non. Les mots souvent qui essaient qui donnent un étayage, c'est par exemple le mot indignez-vous. Est-ce que vous avez vu le peuple s'indigner? Non. Voilà, il y a même pas, même les énoncés indicateurs, indignez-vous, c'est même pas possible. Donc, vous voyez, on peut comme ça aligner un certain nombre d'indices pour montrer qu'il y a une hégémonie simplificatrice. Pourquoi elle est simplificatrice? Parce qu'il n'y a même pas de logique. Lui-même, il se demande pourquoi on parle de démocratie. Soit on est dans une bulle, soit on est dans un asile. Vous savez, il y a quelqu'un qui s'appelle Goffman, qui a écrit un livre qui s'appelle Asile. Dans l'asile, il y a une telle stigmatisation qu'à un moment donné, on assiste à quoi? On assiste, par exemple, au syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens qui sont brimés se mettent à sacraliser le brimeur. Il n'y a pas d'indignation. Et à un moment donné, vous avez même des pasteurs qui viendront vous dire que c'est un pouvoir qui vient de Dieu. De Dieu, oui. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la manière, même
penser est impossible. La sidération de la pensée. On ne peut même pas prendre du recul. Il n'y a pas de fonction de tiers. Alors, je peux continuer sur les indicateurs. Indicateurs, est-ce qu'il y a une structure d'évaluation de la pratique gouvernementale? Avez-vous entendu qu'il y avait une commission? Apparemment, non. Non, mais il n'y a pas tout ça. Voilà. Donc, je peux multiplier comme ça. On peut avoir une lecture sociologique. Dans la lecture sociologique, par exemple, on va dire il y a une société anomique. Qu'est-ce qu'une société anomique? C'est une société qui est perpétuellement en crise. Et cette crise, elle se renouvelle. Et ces crises se renouvellent à tous les soubresauts. Chaque fois qu'il s'agit d'élections, il y a une crise. Allô? Oh, c'est bien dommage, doyen Tiba. Allô? Je crois qu'il a encore des problèmes. Il va revenir dans quelques secondes. Doyen Tiba, est-ce que vous êtes toujours là, doyen? Allô? Je suis toujours là. Oui, et revenez rapidement sur l'idée de la crise, là, rapidement, parce que vous avez eu des problèmes encore. Voilà, donc je revenais sur la notion de crise, ce que les sociologues appellent une société anomique. Une société anomique, c'est une société qui fonctionne sur des crises. Soit ce sont des crises qui sont provoquées, et alors on a évoqué Ntoumi, tout ça, la crise du pool, c'est quelque chose qui est superfétatoire, enfin c'est quelque chose qui est fabriqué, hein, et vous avez quelqu'un... de pérenniser le système, c'est cela? Le but, c'est de pérenniser le système, alors que Ntoumi, on peut dire que c'est un résistant, mais qui est pris dans un système où finalement tout ça s'est détourné et en distribution d'armes, enfin, on expose les morts, les militaires, etc., etc., et on remet en cause même nous-mêmes, hein, ceux qui sont de l'opposition, ils doutent même de la bonne foi de Ntoumi, etc. Donc, il y a tout un... Je ne sais même pas si le mot système, si le mot systémie s'accorde au cas du Congo. Est-ce que c'est un système? Hein? Est-ce que c'est pas un groupe d'emprise? C'est pas de l'emprise, ça? Groupe d'emprise, groupe d'influence, soutenu par quoi? L'armée? Les phénomènes Koulouna, etc., etc., mais c'est les soubresauts après le tremblement de terre de cette guerre civile. Il y a des pays comme le Rwanda, lorsqu'il y a eu une grosse crise comme ça, qui s'en est sorti, mais comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Il y a eu tout un travail qui évoque des processus démocratiques. Hein? C'est-à-dire, on va dire... comité de réconciliation, etc., etc. On se souvient que le président de la conférence nationale avait proposé le lavement de main. Ça a été critiqué. On aurait dû dire non, il aurait dû aller en prison. Mais non. Vous voyez, il y a tellement d'indices. Alors, doyen, alors, doyen, nous allons terminer par une question que je vais vous poser. Vous êtes psychologue. Je rappelle que le doyen Tiba est docteur en psychologie, il travaille en France depuis plusieurs années d'expérience. Alors, doyen, est-ce que vous m'écoutez toujours là, doyen? Je vous écoute. Voilà. Oui, je vous écoute. Voilà. Encore non plus. Oui, doyen, on va entrer dans la psychologie même des dictateurs. Que se passe-t-il dans leur tête, leur outrecuidance à s'asseoir, à rester aux affaires, quand bien même ils savent que leur chute est inéluctable? Comment ça se passe dans leur tête et autour d'eux? C'est ce qu'on appelle les dénégations. Hein? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est hors de la réalité et le déni, les processus de déni qui se mettent en place. Ouais, il y a un stoïcisme aussi là-dedans. Comment? Je n'ai pas bien compris. Sont-ils aussi stoïques? Mais non, tout à l'heure, je parlais de sidération de la pensée. Je ne suis même pas sûr que le rapport à la réalité soit si évident que ça. On vit dans une autre réalité, on est dans une bulle. Et donc, on construit autour de soi une coquille qui permet de même pas entendre
de même pas entendre la souffrance du peuple. Hein. Les clameurs qui, est-ce que est-ce qu'il entend les clameurs? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de mur autour de lui? Hein? C'est comme s'il vivait dans une bulle où il ne se rend même pas compte de la réalité. Vous vous rendez compte? Hein? Donc, en plus de ce que Mikuisa a dit, en plus de ce que tout le monde a dit, vous avez un certain nombre d'indicateurs qui montrent une société qui n'est pas une société intégrative. D'un côté, vous avez des gens qui sont dans l'arrogance, c'est le modus operandi, ça. Des gens qui se sont appropriés le pouvoir, et puis on va vous narguer en disant venez chercher le pouvoir non allu par les armes. Vous vous rendez compte un peu, au niveau même linguistique, au niveau même des énoncés, au niveau même des mots, des mots qu'on utilise, mais il y a une vraie terreur. On va dire, attention, parle pas trop, si tu veux revenir au Congo, tu la boucles. Donc, pas de parole, on n'a pas droit à la parole. Voilà. Alors, donc, merci. Donc, doyen, c'était le doyen Tiba, depuis la France, qui réagissait sur la parole de la communauté. Nous allons refermer ce journal, à moins que nous ayons quelques dernières interventions ou bien derniers appels. Vous pouvez toujours le faire pendant que nous sommes en train de clôturer, refermer ce journal. Alors, je vous rappelle que le samedi, nous serons sur ce plateau et nous aurons pour invité monsieur Apanga, voilà, qui est une pièce à conviction de l'effet de la dictature. Apanga, qui viendra donc parler du calvaire qu'il a vécu, cet étudiant que vous connaissez certainement, pour lequel vous devez avoir un souvenir tout frais, qui était dans les geôles de la DST et qui finalement a été molesté, et qui a toujours les stigmates même de cette dictature, qui sera donc l'invité du genre de la communauté de ce samedi, samedi, je crois, bon, je vais regarder la date, mais ce sera ce samedi aux gens de la communauté à 13h et qui viendra parler de son calvaire. Alors, venez nombreux écouter le jeune Apanga sur ce qu'il aura vécu et sur sa vie fugitive, car vous savez, il n'est plus au Congo, je crois, et qui vit dans la clandestinité du fait même de la dictature. Ce qui donne justement un sens au concept que nous exploitons ce jour. Vous avez là donc sur ces images de post-congrès PCT de M. Denis Sassou Nguesso, je crois, entouré des membres du PCT, après donc l'élection de M. Voilà, je sens qu'il y a un tout dernier appel, M. Anthony, qui vous voulez donc qui revient à la charge. Alors oui, allez-y Richard, rapidement, parce que nous sommes en train de refermer ce numéro de la parole à la commune. Allez-y rapidement. Ouais, Lewis, donc bon, j'ai pas eu le temps comme les autres pour développer ce que je disais. Alors, je vais pas continuer là-dessus. Je confirme, et enfin j'insiste, je persiste que le Congo n'a jamais été une démocratie. Alors, il appartient aux Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, aujourd'hui, de s'asseoir, de voir que l'État artificiel créé par le colon, et qui est centralisé, avec un chef qui devient lui-même, depuis les indépendances, qui devient lui-même l'État, donc un État centralisé, alors que nous sommes un pays multi-ethnique, et vous confiez le pouvoir à un homme qui vient donc certainement d'une ethnie, et qui ramène autour de lui sa famille, son ethnie, ils deviennent l'État. Cet État est à remettre en cause. L'État centralisé, artificiel, qui se repose de rien. Il y a un certain nombre d'institutions copiées sur le modèle français. La présidence de la République, le Sénat, l'Assemblée nationale, pour le mettre en question. Les partis politiques qui n'ont jamais existé au Congo, mais qui sont des regroupements ethniques, il faut les dissoudre. Il faut penser d'abord à un système politique démocratique, représentatif, qui tient compte de la réalité ethnique du Congo et de notre culture, qui fera que chaque région pourra se développer grâce à la répartition équitable dans un état de droit,
décentralisée, foncièrement décentralisée, où chaque région pourra se développer selon ses spécificités et selon ses besoins, avec des institutions nationales mises en place par des délégués élus par chaque région sur quota pour éviter le vote ethnique et la majorité ethnique brute qui amène la guerre. Donc, il faut penser d'abord un État et une démocratie d'intérêt général pour rallier tous les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, autour de l'intérêt général. En ce moment-là, on pourra réussir une révolution nationale à l'instar de l'Algérie, c'est-à-dire où les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui souffrent tous, vont se lever pour demander non pas le départ de Sassou Nguesso avec son PCT pour le remplacer par le Yoki de Yokikwa ou pour le remplacer par l'UPADES, mais le départ de tout ce qui existe jusqu'aujourd'hui pour redéfinir l'État qui sera l'État des peuples, qui sera une république du peuple et non une république des ethnocrates constituée en regroupement ethnique qu'ils qualifient. Voilà, Baudry. Donc ça, oui. Voilà. Je pense qu'il faut préalablement que les Congolais se réunissent, définissent un État juste et qui va satisfaire et qui va être un État des peuples du nord au sud, de l'est à l'ouest. En ce moment-là, tout le monde s'entend son intérêt dans cet État et va aller. Alors, permets-moi de terminer par ceci. Allez, rapidement, allez-y. Voilà. Alors, Jim Lewis, tu es sans oublier comme moi que la situation qui se présente à nous aujourd'hui, c'était déjà présenté en 90 avec ce même Sassou et le PCT au pouvoir. Alors, on nous a fait comprendre qu'il suffisait, le problème du Congo c'était Sassou et le PCT. Il suffisait de le faire partie et nous aurons la démocratie au Congo. Mais le peuple congolais s'est levé comme un seul homme. On a fait des grèves et tout. On a contraint à la conférence nationale. Mais qu'est-ce qu'on a eu après la conférence nationale? On a organisé des élections interethniques, on a créé des partis ethniques et qui ont fait que le Congo est divisé. Où une ethnie ou un regroupement ethnique arrive au pouvoir et les autres ethnies deviennent l'opposition. Et il y a les armes, les guerres ethniques, les milices privées, c'est pas le propre de Sassou, c'est le propre de tous les Congolais. Qui n'a pas eu des milices privées dans son Congo? Voilà. Alors, donc, si nous faisons partie de Sassou Nguesso pour le remplacer par un autre regroupement ethnique, il va nous ramener les mêmes choses. Nous ne devons pas. Alors, vous voyez, nous ne devons pas Baudry, je crois que si vous êtes en train de suivre l'émission sur Facebook, vous avez là une démonstration de force du régime de M. Denis Sassou Nguesso arrivant au défilé du 15 août lourdement armé. Vous avez des militaires autour de ce cortège, un cortège que nous ne voyons jamais ici en Occident depuis que nous sommes ici depuis plusieurs décennies. Ce ne sont pas des militaires, Jim Lewis, ce sont des milices privées formées à Tchambicho et ethniques. Ils parlent tous Mboshi, ces gens-là. Voilà, donc. C'est pas la force, c'est pas la force. Et ça, si vous les faites partir avec ça, au travers des élections que certains qualifient de libres et transparentes, qui sont en réalité des élections interethniques, les regroupements, les plus ils remettent le plus grand nombre de bulletins dans l'urne et ils vont arriver au pouvoir. Je donne un exemple. Regardez la composition de Yukine Yukikwa, le parti du fils de choléra, de la tête jusqu'au pied. Vous n'avez que des laris, s'il vous plaît. Un tel regroupement ethnique qu'on appelle parti politique arrivé au pouvoir. Mais à la place de Ndengue, vous aurez un Mbemba. À la place de Kikio Petrov, vous aurez un choléra. À la place de Koy, à l'état-major, à la place de Obara. Mais vous aurez des machonades et tout ça pour venir faire quoi? Mais la même chose. La même chose. Est-ce que nous luttons pour ça? Remplacer Sassou Nguesso et son regroupement ethnique qu'on appelle le PCT. Le PCT est un regroupement ethnique du Nord. C'est-à-dire les deux cuvettes, la Sanga et la Nicolas. Voilà. Voilà, merci donc, merci Baudry. Merci Baudry. Nous aurons l'occasion de revenir
Je sais que Baudry a consacré plusieurs vidéos là-dessus, sur l'ethnie et les partis politiques au Congo. Vous pouvez donc aller suivre Baudry sur Facebook, notamment les amis du MRLC. Voilà, je crois que c'est cela, Baudry, et qui font une analyse depuis le congrès des Congolais de l'étranger, de la diaspora, on fait une analyse de comment l'ethnie est un obstacle, j'allais dire, à la réalisation d'une démocratie, donc des bases, de fondement d'une véritable démocratie au Congo-Brazzaville. Je vais donc... L'ethnie n'est pas un obstacle, Lewis. L'ethnie n'est pas un obstacle. Alors, nous n'allons pas... Oui, allez-y rapidement parce qu'on ne va pas déplacer l'angle de l'émission. Un État congolais décentralisé avec des conseillers régionaux autonomes élus par chaque région, avec des institutions nationales collégiales élues par chaque région, on dissout, c'est-à-dire on supprime les élections au niveau national. Chaque région envoie 50 délégués au niveau national. Alors, chaque région élit son propre conseil national. Les délégués que nous avons envoyés là-bas ont formé des institutions collégiales nationales qui vont répartir les richesses du Congo dans chaque région. Chaque région va se développer. Nos ethnies vont se livrer à une compétition ethnique. Et non, à une compétition économique, au lieu de se livrer à la compétition ethnique pour la conquête et le contrôle du pouvoir central, comme ils le font aujourd'hui. Les ethnies sont un atout. Mais nous devrions les encadrer dans une démocratie qui est représentative et qui est adaptée à notre réalité ethnique. Et non les opposer les unes contre les autres. Aujourd'hui, le regroupement ethnique que vous appelez parti politique oppose les ethnies du Congo les unes contre les autres, y compris la filière ethnique. Voilà, merci. Voilà, merci Baudry. Donc, merci pour cette contribution inestimable, bien sûr. Je crois vous retrouver dans les tout prochains jours sur cette antenne pour argumenter davantage sur le concept. Nous étions donc au journal de la communauté avec quelques amis comme Albert Lombo, Baudry. Nous avions Alphonsine Mekwiza, Ange Nzebi et bien d'autres, ceux qui étaient connectés, Georges Tiba, bien sûr, Dr Dieudonné Goma, Alphonsine Mekwiza, Serge Armand Zanzala, Tom Renoir, Serge et bien d'autres dont les noms ne sortent pas sur mon écran. Alors, merci donc de votre fidélité à Radio Congo Live en Chicago. Je vous rappelle que le samedi, nous serons de retour, samedi 18, voilà, j'ai trouvé la date, 18 janvier, nous aurons pour inviter Nelson Apanga, qui est un ancien, donc une ancienne victime de la dictature de Brazzaville et qui viendra, qui a encore les stigmates justement de ce qu'il aura vécu, parler de ce qu'il a vécu dans les geôles de la DST. Ce n'est pas tout. Nous aurons également quelques amis, donc des invités, des amis de la rédaction nous parleront business, donc économie avec le déguerpissement des vendeurs de cartes mobile, comme on appelle là-bas mobile money, cartes téléphoniques, qui donc des vendeurs, vous avez là des kiosques, des vendeurs à la criée, tous ces gens-là ont été chassés des rues. Est-ce que cela ne fait pas entorse à l'économie informelle? Ce sont des questions que nous allons débattre avec notre invité, notre ami Serge Flavier, qui est économiste et gestionnaire de formation, qui parlera donc de l'impact de cette mesure de la mairie de Brazzaville sur l'économie informelle au Congo-Brazzaville. Merci d'avoir suivi cette émission La Parole à la communauté. Je vous retrouve donc le mercredi prochain sur cette antenne. Bonne nuit à vous.